Madame, monsieur, c'est donc parti pour un tour du monde très cliché. Et oui, cette semaine, les idées reçues sont à l'honneur et nous sommes bien décidés à leur tordre le cou. Comment les autres pays sont-ils perçus à tort? Quels sont les stéréotypes les plus tenaces? Vous allez voir que les légendes urbaines sont nombreuses et que les apparences sont souvent trompeuses. Alors justement, pour démêler le vrai du faux, voici nos correspondants du jour. Valérie Lerouge, qui nous attend à Bruxelles, Arnaud Miguet, que nous rejoindrons à Pékin, Amaury Guibert, notre correspondant en Allemagne, et enfin Loïc Delamornay, qui nous donne rendez-vous à Londres. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, vous vous en doutez, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, on ne pouvait pas parler clichés et stéréotypes sans passer par la Belgique. Bonsoir Valérie. Alors entre les blagues, les frites et l'accent bien sûr, les Belges ne sont pas épargnés. Il est temps peut-être de remettre les pendules à l'heure, mais juste une fois. Alors commençons par ça, justement Laurent, le juste une fois. Eh bien en 2 ans que je travaille ici, je ne l'ai entendu qu'une seule fois, véridique. En fait, je crois que c'est Coluche qui a attribué il y a bientôt 40 ans ce tic de langage aux Belges au milieu de ces très nombreuses blagues belges, parfois drôles, parfois un petit peu moins. Et honnêtement, 40 ans après, les Belges, ils ont un petit peu marre, parfois aussi des lieux communs sur les Belges sont sympas, le petit Belge, le petit frère de la France. Car, eh bien, parfois, vous allez le voir, le petit frère, c'est aussi le grand frère que la France a copié des années après sur certains sujets. Vous allez voir aussi qu'il n'y a pas un accent belge, mais plusieurs accents selon les régions. Reportage de Loïc Verheyen et Frédéric Fonémont. Bienvenue en Belgique. Son drapeau, sa culture, ses monuments et surtout ses habitants. Goeiedag. Des petits gars plutôt sympathiques qui se nourrissent exclusivement de chocolat, de frites, de bière et qui ponctuent toutes leurs phrases par « Une fois. » Mais oui, vous savez, ce fameux accent belge. Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Brugel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive. Je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois. Tellement célèbre qu'on a organisé un casting pour confronter le mythe à la réalité. On a donc sillonné le royaume, de Bruxelles à Liège, en passant par Namur et la Flandre, à la recherche du plus bel accent belge. Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Georges Van Brugel à l'appareil. Georges Van Breugel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge. J'arrive de Belgique une fois. J'arrive de Belgique une fois. On dit pas ça, hein? J'arrive une fois de Belgique. Mais l'accent belge, il n'y a pas d'accent. L'accent belge, c'est du français, mais chaque ville a son accent. Bon, vous l'aurez compris, l'accent belge avec un grand A, ça n'existe pas. Mais les clichés sont parfois tenaces. Pour s'en rendre compte, organisez un apéro, prenez 2 Français, Santé 2 Belges, Santé. Et voilà le résultat. Si tu pars du principe que la Belgique est une commune française, tu vois. Mais non, mais vous avez piqué, c'est la même langue, vous avez la même culture, vous suivez toutes les informations françaises. Faut qu'on arrête avec l'histoire du petit frère de la France. Hein. On a notre personnalité, tu vois. On est quelque chose, les Belges. Des taquineries sans grande méchanceté et plutôt bien acceptées par nos voisins du Nord. Car les Belges possèdent une caractéristique bien à eux, l'autodérision. L'autodérision, c'est ça. En fait, vous êtes obligés. Non, mais je suis désolée, mais il y a quand même plein de trucs. Non, mais il y a qu'à voir, par exemple, la mobilité à Bruxelles, où il y a de l'humour autour de tout ça, quoi. Cette Française habite Bruxelles depuis 4 ans. Elle y a trouvé un emploi, mais également une certaine douceur de vie. Bruxelles, c'est un grand village, et cet esprit-là se ressent vraiment dans tout le pays. Et ça se ressent beaucoup moins en France, c'est beaucoup plus individualiste. Les Français sont beaucoup plus individualistes. Ils vivent moins les uns avec les autres, contrairement aux Belges. Les Belges seraient donc plus ouverts, et cela se ressent également dans leur législation, à l'avant-garde des questions de société et de bioéthique. Cette mentalité a d'ailleurs séduit Fabien et Mario, installés à Bruxelles avec leur petite fille, Lily Rose. Tu as quel âge, Lily Rose? 2 ans et demi. Il y a 10 ans, ce couple franco-belge a quitté la France pour aller vivre au Royaume de Belgique. Le fait d'être en Belgique nous permettait d'envisager un projet de famille par l'adoption qui n'était pas possible alors en fait en France. Donc c'est un des facteurs en fait qui nous a amenés à nous installer ici.
D'abord, un mariage homosexuel autorisé en Belgique mais interdit en France à l'époque. Ensuite, une petite fille née d'une mère porteuse, une pratique toujours prohibée en France mais largement acceptée chez nos voisins. En Belgique, on est plus respectueux. Il y a une certaine distance en fait. À partir du moment où ça ne gêne personne, où la liberté des autres n'est pas... On n'empiète pas sur la liberté des autres, alors on est libre de faire ce qu'on veut. Et quand on leur demande s'ils envisagent de retourner vivre en France... Disons qu'on adore notre vie, on adore notre vie en Belgique. On n'en changerait pas en fait. On ne prendrait pas le risque d'être dans un pays où ça se passerait moins bien qu'ici. Parce qu'ici, ça se passe vraiment bien. Au-delà des stéréotypes, la Belgique a donc plus d'un argument pour séduire les Français. D'ailleurs, nos compatriotes ne s'y sont pas trompés. Ils forment la première communauté étrangère de Belgique. Alors justement, et plus précisément, Valérie, vous savez combien de Français vivent en Belgique ? Oui, il y en a 160 000 qui sont recensés officiellement. On estime qu'il y en a 230 000 qui vivent ici. Alors, certains, on le sait, pour des raisons fiscales. Il n'y a pas d'ISF ici, mais on le sait moins, l'impôt sur le revenu est beaucoup plus fort qu'en France. D'autres pour des raisons plus nobles, entre guillemets, pour étudier ou pour profiter d'un style de vie plus convivial et plus décontracté qu'en France. Et en dehors de toute carabistouille, est-ce que l'image des Belges en France n'a-t-elle pas évolué depuis les clichés véhiculés par les Coluche ou le dîner de con ? Si, notamment grâce à des artistes qui ont la carte, comme on dit, dans le côté musical, Stromae, évidemment, Lost Frequencies, Loïc Noté, par exemple, chez les humoristes, Stéphane de Groot ou François Damiens, qui sont belges et qui ont un peu régénéré la scène artistique belge qui semblait un peu bloquée depuis Jacques Brel et Annie Cordy. Merci beaucoup Valérie, ça fait du bien d'entendre tout cela. À bientôt évidemment. Le voyage continue direction Pékin cette fois où nous attend notre correspondant sur place Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. On peut dire que les clichés sur les Chinois ne manquent pas. Alors ils mangent du chien, ils ne font que travailler, ils crachent partout, par terre surtout. Et il y a aussi une étiquette qui leur colle à la peau, celle d'être les plus grands pollueurs du monde. Mais ça c'est vrai. Bonjour Laurent, vous avez raison, la Chine est le plus gros pollueur de la planète, la championne du monde des émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus que les États-Unis, l'Inde, la Russie ou encore l'Europe. Mais il faut relativiser. Par habitant, les émissions de CO2, c'est 7 tonnes par an en Chine, c'est autant qu'en Suisse, c'est autant qu'en Europe et c'est 2 fois moins qu'aux États-Unis. Alors c'est vrai, la Chine est un pays en pleine croissance économique. Il faut alimenter l'industrie, il faut l'alimenter notamment avec du charbon, ce qui pollue beaucoup. Mais ce qui m'a surpris ici, c'est que dans une ville comme Pékin, l'une des villes les plus polluées au monde, tous les scooters sont électriques, les bus sont électriques, ce qui veut dire que les Chinois se mettent aux énergies vertes, et vous n'allez pas le croire, elle est championne du monde des énergies vertes. Chaque heure, une nouvelle éolienne en Chine. Chaque heure, l'équivalent d'un terrain de football de panneaux solaires. 70% des panneaux solaires sont d'ailleurs fabriqués en Chine. Les explications avec Angélique Forger, Antoine Védéier. Regardez. Pékin, noyé en quelques minutes sous un épais nuage de pollution. C'est l'image de la Chine d'aujourd'hui. Les autorités n'en veulent plus. Pour que le pays arrête de suffoquer, le gouvernement met le cap sur les énergies renouvelables. Sur ce lac situé dans la province de l'Anhui entre Pékin et Shanghai, les ouvriers s'affairent. Dans 6 mois, la plus grande centrale solaire flottante au monde doit y être inaugurée. Une fois qu'on aura fini, il y aura des panneaux solaires depuis le bout du lac là-bas jusqu'à la digue en face. Ce sera couvert presque partout. Sa capacité sera de 150 MW et pourra fournir de l'électricité à 50 000 familles. 50 000 familles, soit environ l'équivalent d'une ville comme Nancy. La Chine s'est donné un objectif, passer d'ici 3 ans à 15% d'énergie non fossile dans le mix énergétique. Pour y arriver, les autorités subventionnent largement le secteur. D'abord, en règle générale, l'État nous vend les terres qui nous intéressent à un prix très bon marché. Et puis le gouvernement nous verse aussi 5 centimes d'euros pour chaque kilowattheure produit. L'année dernière,
La Chine est ainsi devenue le premier pays producteur d'énergie solaire. Elle est aussi le plus gros fabricant de panneaux photovoltaïques au monde. Dans la province du Hebei, l'une des plus polluées de Chine, cette entreprise emploie 11 000 salariés. La production ne cesse d'augmenter. Sur notre site, on produit chaque mois 570 000 panneaux comme celui-ci. Et on en produit de plus en plus car le marché n'arrête pas de grossir. 70% de ce que l'on produit est destiné au marché chinois. Les 30% restants vont à l'étranger. Et c'est le marché chinois qui progresse le plus vite. Le gouvernement encourage aussi les particuliers à s'équiper. Sur le toit de sa maison, Zhao Jing a fait installer 42 panneaux solaires. Il me rapporte 1 800 € par an environ, car je revends à l'État l'électricité que je produis. Et celui-là, c'est pour moi. Il sert à chauffer mon eau, c'est pratique. Ça protège l'environnement. On utilise moins de charbon et ça réduit la pollution de l'air. La Chine investit dans le solaire, mais aussi dans l'éolien. Le pays est le plus équipé au monde avec 149 gigawatts de capacité. 2 fois plus que les États-Unis. Voici le parc éolien de notre groupe à Qingshaosha. Dans la banlieue de Shanghai, ce parc fournit depuis 3 ans de l'électricité à plus de 40 000 foyers. Au total, nous avons 24 éoliennes qui fonctionnent en permanence. Elles ont permis de réduire les émissions de CO2 de 80 000 tonnes dans la région. C'est très bien pour l'environnement. L'année dernière, 40% des nouvelles capacités d'énergie verte de la planète ont été créées en Chine. Alors effectivement, vous faites bien de rendre à César ce qui lui appartient. Cela dit, Arnaud, le Made in China ne désemplit pas. Est-ce que l'on peut dire que la Chine est l'usine du monde ? L'usine du monde, Laurent, oui et non. C'est vrai que la plupart des cadeaux que vous apportera le Père Noël cette année seront probablement faits en Chine. Mais la Chine est avant tout un pays agricole et finalement, elle n'est pas plus industrielle que la France, par exemple. On compte dans la population active 30% de gens qui travaillent dans l'industrie. En France, c'est 24% et en Allemagne, c'est plus. C'est 33%. Donc la Chine n'est pas plus industrialisée ou industrielle que la France. Il se trouve juste qu'il y a 20 fois plus d'habitants. Pour finir, Arnaud, vous qui vivez sur place, question un peu perso, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement surpris dans ce pays ? Oui, Laurent, depuis que je suis ici, ça fait un peu plus d'1 an, beaucoup de clichés sont tombés. On dit que, par exemple, l'Internet est inutilisable. Alors c'est vrai, il est inutilisable quand on veut aller à l'extérieur, quand on veut utiliser des outils qu'on utilise habituellement chez nous, Google, Facebook, Twitter, YouTube, pour ne pas les nommer, mais les Chinois ont leur équivalent. C'est finalement le pays le plus connecté au monde, 731 millions d'utilisateurs. C'est le pays où on utilise le plus son téléphone. 1,3 milliard de téléphones, chaque Chinois en est équipé et s'en sert comme portefeuille électronique par exemple, avec des applications qu'on ne connaît pas en France, mais qui sont tout à fait innovantes. On peut se payer une place de cinéma, on peut se payer un café, une baguette, un voyage, une facture d'électricité avec son téléphone. Le pays qui a inventé le billet de banque est aujourd'hui en train de se passer du cash au profit des transactions électroniques, 500 millions d'utilisateurs tous les jours. Donc c'est un pays innovant, c'est le pays des start-up. Oubliez la Silicon Valley, oubliez la Californie. Si vous voulez monter une start-up, si vous voulez faire des levées de fonds, c'est en Chine qu'il faut être. Et ça, c'était une grande surprise. En effet, merci Arnaud, bien sûr, pour toutes ces précisions. Allez, il est temps de marquer une pause numérique, bien sûr, avec Julia Livage, car s'il y a bien un domaine où les idées reçues sont nombreuses, c'est Internet. Allez, on fait un petit tour d'horizon des clichés 3.0, Julia ? Oui, on prête de bien mauvaises attentions à Internet, vraiment, Laurent. Cliché numéro 1, il n'y a que des jeunes sur Internet. Évidemment, c'est faux. 30% des internautes ont aujourd'hui plus de 50 ans. 26% des 60-69 ans sont sur Facebook. 45% des plus de 50 ans se connectent minimum 1 heure par jour. Donc, vous le voyez, ça fait longtemps que la majorité de la population senior, entre
entre guillemets, a pris les devants sur Internet. Cliché numéro 2, Internet est déconnecté du réel. Alors, c'est vrai qu'un des principaux reproches qu'on fait à Internet, c'est d'être un espace dématérialisé, complètement déconnecté de la vraie vie, et que finalement, Internet est accusé de nuire au temps qu'on passe hors toile. C'est désormais faux, évidemment, parce que les deux sont devenus indissociables. Nous nous sommes adaptés à cette révolution qui est Internet. La vie commence dans le réel, elle se vit pour une partie en ligne, et puis elle s'expérimente de nouveau dans le réel, et puis de nouveau en ligne. En tout cas, les deux espaces se vivent totalement, simultanément. Troisième cliché, Laurent, la jungle Internet est le lieu où le pire s'exprime. Alors, rumeurs, intox, canulars à connotation raciste, à connotation sexiste, propos incitant à la haine raciale, à la violence, au sexisme, cyberharcèlement, cyberdélinquance. Internet serait le lieu du pire. Sauf qu'on a tendance à oublier que tout ça existait avant Internet. Ces propos, malheureusement, étaient déjà bien présents. Ils se propagent, malheureusement, de manière plus large et plus rapide sur Internet. Mais c'est aussi sur Internet qu'ils vont disparaître le plus rapidement. Et puis, Julia, sur la toile, il faut reconnaître qu'il existe un autre énorme cliché, c'est celui du geek à lunettes, de l'internaute compulsif, du no life, quoi. C'est ça, la figure du geek, solitaire, socialement maladroit, l'allure négligée, voire même à l'hygiène approximative. Ça imprègne notre imaginaire. Et nous en oublions finalement que ce stéréotype, il existait déjà il y a 30 ans. 30 ans, c'était bien avant Internet, avec l'informaticien, et c'était déjà extrêmement cliché. Sauf que sur Internet, les geeks aujourd'hui, ils sont représentatifs de la population mondiale. On est plus de 2 milliards d'internautes, donc on représente aujourd'hui toutes les populations. Et puis sur Internet, rapidement, je voulais vous présenter tout un type d'infographie très sympathique, très drôle, pour le coup, qui sont de vraies idées reçues, comme la façon, regardez, qu'on a de perdre notre temps aujourd'hui. Alors en 75, on jouait au morpion, et puis c'est passé au démineur, au serpent, et maintenant, c'est sur Facebook que ça passe. Vous en avez plusieurs comme ça qui sont criantes de vérité, qui sont très sympas à regarder. Comme le temps passe. Merci Julien de nous remettre les idées en place. Alors pour la suite du voyage, nous partons cette fois-ci en Allemagne, un pays carré, rigoureux et inflexible. Eh bien, détrompez-vous, lorsqu'il s'agit d'argent public, le bon élève de l'Europe, lui aussi, marche de travers. Bonjour Amaury, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Bonjour à tous. Effectivement, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Je peux vous citer la Philharmonie de Hambourg qui a ouvert ses portes au début de cette année. Le bâtiment est absolument magnifique. Il a juste coûté 10 fois plus que prévu avec un chantier qui aura duré près de 10 ans. Il y a aussi la gare de Stuttgart. Alors là, l'inauguration est prévue en 2021, 2023 au mieux. La facture s'élève déjà à plus de 6 milliards d'euros. Alors comment expliquer cela dans un pays qui est plutôt réputé pour être un pays d'ingénieurs où l'argent public est bien utilisé? Eh bien, à chaque fois, il y a une accumulation assez incroyable de négligence, d'incompétence de la part des autorités publiques qui gèrent ces chantiers, mais aussi des entreprises qui y participent. Et le pire du pire en la matière, c'est assurément l'aéroport de Berlin. Un aéroport qui devait ouvrir en 2012. Le chantier n'est toujours pas terminé. Et on va voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir que ça va encore durer très longtemps. Vu du ciel, il en impose. Un aéroport international digne de Berlin, capitale de la première puissance économique d'Europe. Mais sur les pistes, pas d'avions. Dans l'aérogare, pas de passagers. On ne croise que des ouvriers et un directeur qui dresse la liste des travaux qu'il reste à faire. C'est le drame de ce chantier. Nous avons recensé 170 000 malfaçons. Il en reste 13 000. Et cet incroyable catalogue de malfaçons nous oblige à travailler énormément, ce qui nous a coûté beaucoup de temps. Mais que s'est-il passé pour que l'ouverture de l'aéroport soit sans cesse repoussée? Retour en 2012. Après 6 ans de travaux, les derniers tests grandeur nature sont menés. Les employés jouent les passagers. L'efficacité allemande est à l'œuvre, sauf que les pilotes répètent les procédures au volant de minibus. À quelques jours de l'inauguration, des doutes commencent à apparaître. C'est encore un peu chaotique, mais on va bien y arriver. Ça va sûrement marcher. J'ai encore des doutes sur le fait que l'ouverture ait lieu dans 20 jours, comme prévu. Effectivement, l'aéroport ne va pas ouvrir comme prévu. Lors d'une toute dernière visite, une commission d'experts se rend compte que le bâtiment ne respecte absolument pas la sécurité incendie. Un comble au pays des normes et du contrôle qualité. Il faut aujourd'hui tout reprendre à zéro. Les arroseurs automatiques, les extracteurs de fumée doivent être changés un par un avant d'être testés. Il y a aussi les 200 000 km de câbles qu'il faut vérifier, parfois remplacer. Ne cherchez pas, vous êtes dans le bâtiment le plus mal construit d'Allemagne.
la réputation des ingénieurs et des architectes allemands en a pris un coup. Dans certaines zones du bâtiment, il y avait 10 plans différents. Ils ont commencé à construire avec le 11e. Le problème, c'est qu'on ne sait plus lequel est le bon. En fait, ils ont essayé de finir les travaux aussi vite que possible, sans se soucier de savoir si les normes étaient respectées. Et cela fait 5 ans que les problèmes surgissent les uns après les autres. On va faire un test. Dernier exemple en date, les portes automatiques qui mènent aux avions. Celle-là est fermée, celle-là est ouverte. Elles ne fonctionnent pas. Chaque semaine, on remet en service 30 à 50 portes. Mais il nous faudra 1 an pour tout finir. Et même celles qui ont été remplacées restent capricieuses. Allez, les portes vont s'ouvrir. Oui, on voit ici que le système est prêt. Et évidemment, quand on veut montrer, ça ne marche pas. Mais ça marchait à l'instant. C'est un aéroport maudit. Aux dernières nouvelles, il devrait ouvrir en octobre 2020, mais les Berlinois n'y croient plus. En attendant, la facture gonfle. Elle devrait atteindre les 6 milliards d'euros, 3 fois plus que prévu. Édifiant. Merci Amaury, à bientôt. Allez, retour en France à présent, car dans le domaine des idées reçues, on a de quoi faire ici. Il est temps de rétablir d'ailleurs la vérité, Damien. Et un exemple, il paraît que les Françaises dépensent plus en shopping que les hommes. C'est vrai ce mensonge? C'est faux, Laurent. On va rétablir une idée reçue, on va lui tordre le cou. Et ce matin, à mon avis, les filles devant la télé vont dire « Ah, tu vois alors, Marie ?» En fait, les Françaises de plus de 25 ans dépensent en moyenne 109 € par mois en vêtements et accessoires contre 149 pour les hommes. Donc, les hommes dépensent plus en shopping que les femmes. Simplement, les filles achètent beaucoup plus de pièces moins chères, les garçons moins, mais plus chères. Bon, et dans le domaine des langues étrangères, on entend toujours dire que les Français sont à la ramasse, bref, qu'on est tous des nuls. Alors, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai. 14% des Français maîtrisent une langue vivante 1 et 11% une langue vivante 2. Alors évidemment, par rapport à la Scandinavie, par rapport même à la Belgique, à l'Autriche, aux Pays-Bas, on est très mauvais. En revanche, on a plus mauvais que nous, Laurent. Ce sont les Anglais. Ils ne sont que 9% à maîtriser une langue vivante 1 et 6% une langue vivante 2. Alors vous allez me dire, évidemment, quand on est anglais, on peut voyager dans le monde entier en parlant l'anglais. Donc pourquoi s'embêter à parler français ou espagnol? Mais on est quand même devant les Anglais. Alors une petite sélection d'idées reçues plus historiques cette fois. On a toujours dit que, pour commencer, Napoléon était petit et qu'il compensait cette petite taille par une soif de pouvoir. Alors la soif de pouvoir, il l'avait, mais il n'était pas si petit, 1,69 m. Quand on pense que le sacre, c'est en 1804, il y a 2 siècles, 1,69 m, c'est pas tout petit. Simplement, pourquoi on avait de Napoléon une image de petit homme? Parce qu'il était toujours représenté à côté des hommes de sa garde impériale, et eux, on les choisissait pour leur très grande taille. Donc, il devait faire à peu près 1,80 m, 1,85 m, donc forcément, Napoléon à côté 1,69 m, il fait torikiki. C'était quand même pas un basketteur. Alors, il paraît que Molière est mort sur scène aussi. Eh bien, c'est faux. On nous a toujours dit ça, mais non, c'est faux. En 1673, 4e représentation du malade imaginaire, le mal nommé malade imaginaire. Il joue Argan, il joue le malade sur scène, et à la 4e représentation, à la fin du 3e acte, il a une toux terrible, il crache du sang. Donc on transporte Molière chez lui, et il mourra dans son lit, et non en scène, comme on l'a toujours dit. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Alors, Charlemagne. est-ce que c'est vraiment Charlemagne qui a inventé l'école? Je vous vois déjà répondre. Mais non, France Gall, pardon, France, mais non, c'est faux. En fait, au 8e siècle, Charlemagne, il entreprend de moderniser l'école, il veut que l'école aille dans les campagnes, il veut étendre et donner un nouveau souffle à l'éducation. Sauf qu'il n'a pas inventé l'école, parce que les petits Athéniens, 5 siècles avant Jésus-Christ, ils étaient déjà inscrits à l'école. On passe du coq à l'âne. Il paraît que le poisson rouge a une mémoire de quelques secondes seulement et à peine. Mais oui, mais non, mais c'est faux, Laurent. Pareil, les poissons qui nous regardent dans leur bocal ce matin. Et ils sont nombreux, mais oui, souvent, il y en a près de la télé. 3 mois, la mémoire du poisson. Ne demandez pas comment les scientifiques ont vu ça, mais il a une mémoire de 3 mois. Il perçoit les couleurs et les sons. Donc arrêtez de taper sur l'aquarium, il entend le petit poisson. Tiens, à propos, au Mont-Saint-Michel, est-ce que l'eau monte vraiment à la vitesse d'un cheval au galop? C'est Victor Hugo qui avait dit ça. Eh bien non, c'est faux. En fait, l'eau monte au Mont-Saint-Michel à une vitesse de 8 à 10 km/h. Un cheval au galop, c'est 60, Laurent. Donc 6 fois plus vite. Donc non. En revanche, faites attention, il y a des sables mouvants au Mont-Saint-Michel, donc ne vous baladez pas n'importe où. Donc en fait, il faut rétablir, c'est pas l'eau monte au Mont-Saint-Michel à la vitesse d'un cheval au galop, mais l'eau monte au Mont-Saint-Michel à la vitesse d'un serpent, parce qu'un serpent, c'est 10 km/h.
Ok, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Merci beaucoup, Damien. Ils mangent des fish and chips, s'habillent en chapeau melon, boivent du thé à 17h très précisément. Je veux bien sûr parler de nos amis d'outre-Manche, les Britanniques. Bonjour Loïc. Alors, depuis que vous vivez à Londres, j'imagine que vous avez fait le tri dans tous ces clichés. Mais rassurez-nous, ils chantent toujours le God Save the Queen quand même, non ? Oui, Laurent, je vous rassure, les Britanniques chantent toujours le God Save the Queen. Ils sont toujours très respectueux de leur reine et de la famille royale. Ils conduisent toujours à gauche, ils utilisent toujours des prises que personne d'autre n'utilise sur Terre. Bref, ils tiennent toujours à être forcément différents des autres et notamment des Européens. Ça ne change pas, mais c'est vrai que même ici, il y a quand même quelques clichés. Le premier d'entre eux, vraiment une fois de plus, je vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui parce que ça fait des années que je dois le contredire ou en tout cas l'accompagner, le cliché de la météo. Il pleut toujours ici à Londres. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un petit peu gris, on est en hiver, mais ça n'est pas toujours le cas. Regardez, vous allez avoir quelques surprises, et pas seulement sur la météo, en regardant ce sujet signé Élise Derbaumet et Marion Machu. À Londres, c'est bien connu, il pleut des cordes. Film après film, nos héros londoniens se retrouvent systématiquement trempés jusqu'aux os. Et dans les rues de la capitale, même par une journée ensoleillée, les touristes français sont unanimes. En Angleterre, généralement, il pleut plus souvent. Même venant du nord de la France, il pleut plus. Oui, il pleut ici. Il pleut plus à Londres qu'à Paris. C'est faux. Selon la très sérieuse Organisation météorologique mondiale, Londres n'est pas la ville pluvieuse que l'on dépeint. Dans une étude qui compare les jours de pluie d'une dizaine de villes du monde, Paris arrive devant Londres avec 112 jours de pluie par an, contre 110 pour Londres. L'écart se creuse encore lorsque l'on compare la quantité de pluie qui s'abat sur ces deux villes. Il tombe en moyenne 650 mm d'eau par an à Paris. C'est 100 mm de plus qu'à Londres. Sceptique, que penser alors de ces plages de sable fin et de cette eau cristalline, de ce paysage digne des tropiques? Nous sommes ici sur l'île de Lewis and Harris, au nord de l'Écosse, presque à l'extrémité du pays, là où personne n'imaginerait que le climat soit si clément. Les rares touristes sont bluffés. Vous pouvez la décrire avec tous les superlatifs que vous voulez, mais il faut voir ça en vrai. Vous pouvez vous croire dans les Caraïbes et si c'est un jour ensoleillé, c'est encore mieux que les Caraïbes. Des visiteurs qui n'en sont pas au bout de leur surprise. Contre toute attente, la Grande-Bretagne est aussi le pays du fromage. Difficile à croire et pourtant vrai si l'on compte toutes les sous-variétés. Le pays produit environ 700 fromages différents quand les Français sont fiers de leurs 365 fromages. Dans cette boutique londonienne spécialisée en fromages anglais, le choix est abondant. Du Leicester, du Cheshire, ici du Kefili. De ce côté-là, on a les fromages doux et crémeux. Ici, du fromage de chèvre. Là, du bleu. Et derrière le comptoir, notre fromage le plus célèbre, le cheddar. Quantité qui semble aussi rimer avec qualité. Pour cette Française, les fromages anglais n'ont rien à envier à ceux de l'Hexagone. La première fois que je suis rentrée dans cette boutique, justement, je me disais, je suis française, notre fromage est meilleur. Et j'avais vraiment un très mauvais a priori des fromages anglais, parce que j'avais toujours goûté du fromage de supermarché, qui est extrêmement industriel. Et après 5 minutes dans cette boutique à essayer 2-3 fromages, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que vous embauchez ? Des fromages encore boudés par les Français, mais qui méritent d'être connus. Cette année, le prix du meilleur fromage mondial a été remis à ce fromage anglais, le Cornish Cairn des Cornouailles. Il a surclassé 3000 autres produits de 30 pays différents. Autre région, autre prouesse. Ce pub du Yorkshire vient de recevoir le label du meilleur restaurant au monde, selon les utilisateurs de TripAdvisor. Chevreuil aux prunes, Saint-Jacques aux céleri ou cabillaud sauce chou-fleur, une carte typiquement locale. Preuve qu'en Angleterre aussi, on peut manger raffiné. Alors, je ne sais pas, Loïc, comment vous expliquer ça, mais alors on tient un scoop avec cette histoire de météo. Et puis d'autre part, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, on ne mange pas si mal que ça en Grande-Bretagne ?
Oui, alors sur la météo, ça s'explique tout simplement. Ici, on est sur une île dans un climat très océanique et donc la météo, en fait, est beaucoup plus changeante. Alors, je ne vous dis pas que c'est Tahiti et qu'il n'y a jamais de pluie, mais la météo est beaucoup plus balayée et donc résultat, c'est finalement très rare et c'est du vécu de passer une journée sans jamais voir le ciel bleu parce qu'effectivement, il peut pleuvoir le matin, mais l'après-midi, il fera beau ou l'inverse. Et voilà, ça, c'est encore issu de ce climat finalement très océanique, même un petit peu breton. Et effectivement, on ne mange pas si mal, on ne boit pas si mal, tout simplement. C'est aussi une conséquence de la météo. On parle toujours du vin en France, une des grandes fiertés nationales. Eh bien, ici, le vin anglais est en train de commencer vraiment à monter très sérieusement, pas encore sur le vin rouge, mais notamment avec le réchauffement climatique et puis cette météo qui est plutôt clémente. Eh bien, les pétillants anglais, les vins pétillants, l'équivalent des champagnes, sont en train de faire une montée absolument spectaculaire et les grandes maisons de champagne françaises ont d'ores et déjà acheté des terres ici au Royaume-Uni, dans le sud de Londres et notamment dans les Cornouailles pour, à terme, faire du vin pétillant anglais. Et ce vin pétillant anglais qui ne pourra pas s'appeler du champagne pour des raisons d'appellation protégée, mais en tout cas est en train vraiment de monter et commence à gagner là aussi des prix internationaux. Et sans parler des clichés du quotidien, Loïc, est-ce qu'il existe d'autres idées reçues, peut-être, on va dire, plus politiques, sur le caractère des Anglais ? Eh oui, et la plus grande idée reçue a volé en éclats l'an dernier et depuis le référendum sur le Brexit, le légendaire pragmatisme britannique de s'adapter à toutes les situations et d'aller vers la solution la plus efficace avec calme et flegme, eh ben ça a été brisé, ça a volé en éclats avec le vote sur le Brexit. Ça n'est pas un jugement d'opinion, mais ce que tous les spécialistes ici, notamment politiques, disent, c'est que le Brexit est l'exemple même d'un choix idéologique et non pas pragmatique, car tout le monde savait que ce serait très compliqué derrière et donc, eh bien voilà un cliché en tout cas qui a volé en éclats. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup Loïc et à très bientôt évidemment. Notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants d'avoir tordu le cou à tous ces préjugés. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne bien sûr rendez-vous lundi dès 6h30. Et oui, nous serons là le 25 décembre pour célébrer Noël avec vous. D'ici là, passez un très bon réveillon. Et en attendant, voici le petit bonus du jour. Vous savez, quelques images de la semaine écoulée. C'est cadeau.